Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qu'ils maîtrisent, une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Naufal Lakzali. J'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matiers. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Greg, comment vas-tu ? Salut Naufal, hyper bien, très content d'être avec toi. Écoute, pareil, très content que tu puisses me rejoindre sur ce petit épisode de podcast de Marketer Moment. On en avait un peu parlé ces derniers jours, notamment sur le use case qu'on va aborder sur les prochaines minutes. Greg, aujourd'hui, je te connais en tant que Head of Marketing, plutôt Head of Growth, comment tu te vois et surtout, j'aimerais bien aussi que tu te présentes à nos auditeurs. Avec plaisir. Écoute, moi, mon titre officiel actuellement, c'est Head of Marketing, mais très concrètement, je fais surtout du growth. Je suis donc Head of Marketing chez Hunter. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un outil tout en un de cold email, donc qui te permet de trouver les emails puis de les envoyer et aussi de les vérifier pour avoir de la data de qualité. Avant Hunter, j'ai travaillé d'abord en marketing un peu plus classique. J'ai 2 ans chez Rakuten Prexminster, 2 ans aussi chez Doctolib où j'avais lancé l'acquisition. Et puis après 4 ans chez Wisepops, qui est une SaaS de pop-up, principalement pour les sites de e-commerce, où là, j'avais une position de Head of Growth aussi. Donc, pour caricaturer, on peut dire que ça fait 6 ans que je fais principalement du growth dans des SaaS. Ok, très cool. Tu as parlé de Wisepop. Tu peux m'en dire un peu plus? C'était quoi concrètement ton rôle dans la boîte? Wisepop, c'était la boîte existe toujours et se porte très bien et c'était une super aventure personnelle pour moi. En fait, ça a débuté un peu par un accident où en fait j'étais à Paris, je voulais quitter Paris et en fait j'ai rencontré Benjamin qui avait lancé Wisepops un peu par hasard. Et lui, il cherchait quelqu'un en remote. On était en 2016, donc c'était pas un truc qui était non plus hyper courant. Et en fait, là, je rencontre un mec qui a planté une première boîte, qui a monté Wisepops en parallèle d'un job à plein temps chez Amazon et qui a réussi à atteindre $50,000 de MRR en parallèle de son job chez Amazon avec Wisepops. Et pour expliquer un peu ce qu'est Wisepops, c'est un outil qu'il avait créé pour répondre à son propre problème, qui était en fait d'aider les sites à collecter des emails facilement avec des pop-up. Et l'idée, c'est lui, il avait un site de e-commerce où à partir du moment où il a mis une pop-up pour collecter des emails, il avait fait x5 sur le nombre d'emails collectés. Et il s'était dit, je vais créer un outil qui va aider tous les sites à faire ça. Et c'est là qu'est né Wisepops. Et moi, ce qui m'avait impressionné, voire choqué, parce que c'était vraiment une leçon quand j'ai rencontré, c'est que le mec avait 2 ou 3 enfants déjà, un job à plein temps chez Amazon et pour avoir travaillé quelques mois chez Amazon, c'est très intense chez Amazon et il avait réussi à monter cette boîte qui avait énormément de succès, donc $50,000 de MRR, qui travaillait majoritairement avec des clients américains, c'est-à-dire que personne ne savait que c'était une boîte française. Tout était dès le départ pensé pour que ce soit international. Et puis, il y avait plein de choses qui étaient très intelligentes. Et quand j'ai rencontré Benjamin, je me suis dit, waouh, ce mec va, quoi qu'il arrive, m'apprendre 2-3 trucs. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est très intéressant. Et tu l'as rejoint à quelle étape de la maturité de la boîte à l'époque?
Bah, la boîte, et c'était une dernière particularité hyper impressionnante, c'est que Ben était la seule personne enfin même pas à plein temps dessus, mais en fait, il y avait 0 employé. Il avait une équipe, il travaillait avec une agence pour le produit, donc il faisait des specs produits et l'agence développait tout. Et il était tout seul avec 2 ou 3 devs, je crois, qui se relayaient en freelance et il faisait tout. IO, support, finance, etc. Donc moi, je suis arrivé à un stade où on pourrait dire, à mon sens, que la boîte avait trouvé son PMF, Product Market Fit, dans le sens où elle avait des clients qui étaient prêts à payer et des clients qui étaient assez fidèles. Et donc, je suis arrivé à ce moment-là, au moment où, en fait, lui, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il s'est dit, ça y est, je me lance vraiment, j'arrête Amazon, je mets tous mes œufs dans le même panier et je donne toute sa chance à la boîte. Et donc, tu arrives à un moment en tant que grosse, pour moi, c'était le meilleur moment parce que tu arrives avec quelqu'un qui est extrêmement brillant, qui a pensé à plein de choses, mais qui n'a pas eu le temps d'optimiser les process. Et donc, toi, tu arrives et tu peux dire, OK, je vois que tu as déjà trouvé des clients et on va pouvoir en fait tout optimiser et essayer de tout accélérer, en fait. C'est un use case intéressant parce que c'est des marketeurs qui arrivent très tôt dans des boîtes pour venir consolider le travail d'un founder. Il y en a pas mal, mais il y a aussi des contraintes qui sont purement par rapport liées au rôle et aux ressources. Par rapport un peu à ce que tu avais fait avant, est-ce que il n'y a pas eu une réflexion est-ce que la réflexion était rapide dans le sens, OK, je veux jump sur cette opportunité parce que le fondateur était très, très cool et il y avait beaucoup à apprendre, ou est-ce qu'il n'y avait pas aussi un sujet en tant que marketeur, bon, je vais quand même créer from scratch quelque chose. Tu deviens une sorte de co-founder indirectement parce que tu es un peu... Et comment tu as vécu ce moment? En fait, ça a été progressif. Au début, Ben a recruté en fait 2 personnes. Un Head of Growth qui n'était pas moi et moi en tant que Head of Customer Success. Et donc, c'était un peu moins intimidant parce qu'il avait recruté cette autre personne. Et en fait, au bout de 6 mois, l'autre personne est partie. Et là, j'ai pris toutes les casquettes, Head of Growth et Head of Customer Success. Mais ce qui était intéressant pour moi, le plus gros défi, je vais être transparent, en tant que Français, le plus gros défi, c'était de passer dans une boîte où tout se passait en anglais. Et donc, Okay. dès que je devais parler à un client, je savais que ça allait se faire en anglais. Et tu vois, je me rappelle, en tant que bon Head of Growth, la première semaine, ce que j'ai fait, et même en tant que bon Head of Customer Success, la première semaine, ce que j'ai fait, c'est prendre des appels de démo. Et en fait, la première semaine, j'étais au fond du trou, quoi. Je fais mon premier appel. Donc, Wisepop, c'est un outil de pop-up. Tu utilises toujours le mot navigateur, browser. Et tu vois, moi, je dis browser. Et elle me dit, mais qu'est-ce que mon frère a à faire là-dedans, tu vois? Donc, tu vois, ça, c'est le truc qui m'intimidait le plus au départ. Et après, ce qui a été génial, c'est qu'humainement, Ben, c'est un mec qui te laisse ta chance. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu 2 types de gens, 2 types d'entrepreneurs. Tu as des entrepreneurs qui vont très structurer et très délimiter ton poste et prendre des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Tu vois, chez Doctolib, c'était ça, majoritairement ça. Ils avaient toute une équipe un peu de lieutenants, on va dire, qui étaient des gens très expérimentés, qui allaient vraiment beaucoup cadrer ton travail. Donc l'avantage, tout le monde était spécialiste, ça roulait vraiment très facilement. Et Ben, c'est plutôt l'entrepreneur qui va prendre des gens qui ne savent pas faire, mais en qui il a confiance. Et Okay. donc, pour Unspot, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de trucs qu'on a découverts tous les deux, sans avoir d'expérience tu vois, de préconception ou quoi que ce soit. Quand on a beaucoup testé de choses, où on se disait, ah, est-ce que tu penses qu'il faut le faire? Il me disait, bah ouais, dis-moi quel est le niveau d'effort, quel est le niveau de confiance que tu as et on va faire le truc, quoi. Donc finalement, et on est monté aussi progressivement en puissance, c'est-à-dire qu'au début, moi je suis arrivé, j'étais Head of Customer Success, donc j'ai surtout fait des démos du support, et au fur et à mesure, on a rajouté des missions, et au fur et à mesure, l'ambition a grandi pour mon poste, et là, finalement, ça a grandi au fur et à mesure, et c'était parfait comme ça. Donc, en fait, tu as évolué au sein de la boîte avant de prendre la tête du growth. Ouais. Le sujet, et là, peut-être, on va faire une forme de transition vers le use case, ce côté construire
une équipe growth, ou en tout cas construire un mindset growth dans des boîtes B2B, SaaS, pour aller chercher du MRR à haut volume, j'aimerais bien peut-être pour un peu recentrer, qu'on démarre par ce use case peut-être Wisepop et qu'on navigue jusqu'à des use cases similaires, de boîtes similaires, peut-être même de Hunter, pour essayer de comprendre tout ce chemin ensemble, peut-être en commençant par ce moment où tu as pris la tête du growth, parce que j'ai bien compris, un passage, et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que tu as changé dans la dynamique de l'équipe interne. Moi, j'ai compris que c'était, toi tu raisonnes plus en pré-PMF, post-PMF. Aussi, j'aimerais bien que tu nous expliques la frontière entre les deux et après comment ça s'est déroulé par la suite. Déjà, on peut peut-être rappeler la définition du product market fit. Pour moi, le product market fit, c'est quand tu as trouvé, donc tu as un marché sur lequel les gens sont prêts à payer et ils sont prêts à payer pour la solution que tu proposes. Et avec Wisepop, pour moi, on avait un PMF parce que quand tu as déjà, je crois que quand moi je suis arrivé, il devait y avoir 700 clients ou quelque chose comme ça, même peut-être plus. Et quand tu arrives à générer $50,000 par mois, c'est qu'à la fois, les gens sont prêts à payer pour ton produit et qu'a priori, la solution marche pour eux. Et pour moi, ce qui est très différent entre pré et post, c'est que entre le pré-product market fit, qui est moi une position que j'ai pas vraiment connue pour être transparent, tu vas devoir expérimenter très rapidement et tu vas devoir faire face à beaucoup d'incertitudes. Et il faut être à l'aise dans des endroits qui vont se mouvoir assez vite. C'est peut-être un peu ce que j'ai connu juste avant Hunter. J'ai fait 1 an chez Jump. Et pour caricaturer une solution pour les freelances, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Et Jump, tu vois, c'était vraiment, pour moi, il n'y avait pas encore de product market fit. Tu sais pas encore quel message tu dois marteler en marketing. Tu sais pas encore exactement qui va venir à toi. Tu as des hypothèses, mais il faut constamment essayer de les vérifier. Et moi, pour être transparent, c'est pas la position dans laquelle je suis plus à l'aise. La position dans laquelle je suis plus à l'aise, c'est ce que j'ai connu chez Wisepop. C'est-à-dire que tu as déjà un product market fit. Et pour moi, dans cette phase, en tout cas celle à laquelle je suis arrivé, où la boîte est encore assez petite, l'idée, c'est vraiment d'optimiser tout ce qui a déjà été fait. Optimiser, ça veut dire quoi ? Pour moi, on va commencer par optimiser déjà un petit peu le reporting. C'est-à-dire quand tu arrives chez le founder, en général, si c'est un SaaS, il va avoir peut-être un Stripe et un outil de suivi du MRR, mais il va pas avoir tout le reste. Et pour moi, du coup, ce que j'aime bien, et d'ailleurs, je l'ai pas forcément bien fait chez Wisepop, pour être honnête, mais par contre, je l'ai bien fait en arrivant chez Hunter, c'est vraiment de mettre en place tous les métriques qui te paraissent importants. Moi, la façon dont je commence, c'est qu'en fait, je prends juste un Google Sheet et je me crée mon rapport tel que j'aimerais l'ouvrir tous les matins ou toutes les semaines, tous les mois. Et je me mets aucune contrainte. C'est-à-dire, je me dis quel chiffre j'aimerais pouvoir avoir tous les jours. À partir de ça, vient le moment galère, c'est de se dire, OK, j'ai tous ces métriques, comment je les récupère ? Et donc là, il va falloir arbitrer. Est-ce que c'est des trucs que je peux récupérer avec les outils qu'on ait déjà ? Ou est-ce qu'il va falloir rajouter une couche ? Et ça varie beaucoup, je trouve. Chez Hunter, par exemple, j'ai été hyper bluffé par les founders quand je suis arrivé. Ils ont réussi à sortir énormément de métriques sans rajouter d'outils en plus, mais juste en faisant des requêtes sur la base. Et pour moi, c'est du bonheur parce que tu crées pas de friction, t'as pas à acheter d'outils en plus. Et pour eux, c'est hyper rapide aussi. Donc voilà. Donc pour moi, la première base, c'est le reporting. Et se dire, OK, on va mettre en place quelques chiffres qui sont importants pour tout le monde, sur lesquels on est d'accord et qu'on va essayer de faire bouger. Une fois qu'on a tous ces métriques et qu'on a fait un truc qui est propre, d'ailleurs, peut-être qu'il faut définir aussi un peu ce qui est un bon reporting pour moi. Un bon reporting, c'est un reporting qui va mettre tout le monde d'accord. C'est un reporting sur lequel tu n'as pas de limite technique du type... je sais qu'il y a beaucoup de boîtes assez jeunes, elles vont utiliser des outils comme Google Analytics ou comme Amplitude, etc. S'assurer qu'il y a aussi des données qui viennent du serveur pour pas que les adblockers te fassent perdre de la donnée. Enfin, s'assurer que la data, elle est vraiment bien collectée pour tout le monde et qu'elle est de qualité. Et puis à la fin, avoir un outil aussi qui rende la donnée accessible à tout le monde. Donc pour moi, ça, c'est un peu la première étape. Concrètement, un outil qui traque bien, que
qu'on aime bien aussi détailler les stacks en général, hein, pas nécessairement la stack actuelle, que ce soit d'Hunter ou Icepop, mais c'était quoi, par exemple, les outils? En fait, moi, je vais être transparent, j'ai pas d'outils clés. Chez Wisepops, j'ai fonctionné beaucoup avec Segment, qu'on faisait remonter dans Mixpanel. Et ça, il y avait des aspects positifs. Segment est hyper bien parce que au-delà du reporting, il va te permettre d'envoyer ta donnée à tous les autres outils que tu utilises. Donc ça, c'est un gain de malade. Mais là, tu vois, chez Hunter, la plupart des métriques remontent directement de la base de données et on les fait remonter. J'ai de la chance, les founders ont pris le temps de faire remonter la data dans BigQuery et après, on lit ça dans Looker. Et ça marche très bien aussi. Et pour moi, en fait, j'ai juste envie de dire, ne pensez pas trop en termes de stack, pensez à qu'est-ce qui va le moins peser sur vos founders ou votre CTO et qu'est-ce qui va vous rendre le plus joyeux, quoi. Et J'ai l'impression, juste pour rebondir sur Hunter, est-ce que des fois, quand les founders sont assez techniques, c'est plus facile, ce genre de choses? C'est des choses que j'ai déjà vues dans des SaaS, vu qu'on est dans le milieu du SaaS. Certaines data remontent naturellement avec ce côté où il n'y a pas besoin de surcouche d'outils versus d'autres. Est-ce que tu as vu un peu cette différence entre un Wisepop et un Hunter? Déjà sur cette partie direct. Je trouve que pour moi, en fait, l'interlocuteur ou le type de founder n'a pas vraiment d'importance. J'ai jamais eu trop de friction. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver avec une vision claire dès le départ pour que, en fait, quand on parle à la personne qui va faire la collecte, elle ait une vision hyper claire de ce qu'on attend, quoi. Pareil, chez Jump, tu vois, j'ai travaillé avec un mec qui était spécialiste data, qui était vraiment un data engineer. Au final, je n'ai pas trouvé ça plus facile que de parler avec un CTO ou un founder technique. Parce que le défi il reste le même, c'est d'arriver à avoir une image claire de ce que tu veux et d'arriver à la transmettre à la personne en face de laquelle tu es. Et comme on parle de ça, je peux prendre une autre image. Il y a, tu vois, par exemple, moi, j'ai taffé dans des boîtes où la techno, ça va être, mettons, du PHP et du Node. Et chez Hunter, la techno, c'est du Ruby on Rails. En fait, pour moi, ça n'a aucune importance parce que ce qui a de l'importance, c'est d'arriver en tant que grosse à arriver à donner une vision à la personne à qui tu parles et elle-même, souvent, elle va avoir les meilleures réponses. Quand je suis arrivé chez Hunter, mon premier réflexe, ça a été de dire « Ah, il nous faut Segment ». Et en fait, après avoir eu un devis de Segment hyper salé et une discussion avec un des co-founders, on s'est dit « Mais pourquoi on va mettre autant d'argent dans un truc qui va être beaucoup plus fiable si on le fait via la base de données ?» Très, très clair. Un autre sujet qui me revient souvent sur ce côté dashboard, notamment dans les SaaS, c'est que j'ai l'impression que des fois, soit tu arrives et tu as des founders peut-être qui ont déjà un tracking des data mises en place, et donc le sujet, c'est plus de les remonter, structurer et de les suivre. Et j'imagine aussi que tu as été confronté à des use cases où ces data, ils sont pas trackés historiquement, en tout cas certaines data. Et peut-être ça te crée des complexités parce que on connaît très bien dans nos métiers growth, il n'y a pas une rétroactivité historique de data tout le temps. Comment tu gères ça? Chez Wisepop, c'était le cas. J'ai pas eu de data rétroactive et il a fallu faire avec. Donc, du coup, t'implémentes et t'attends un ou 2 mois pendant lesquels tu navigues un peu à vue. Et chez Hunter, c'est l'avantage quand tu parlais de stack, tu vois, comme on prend tout en base de données, j'ai des données depuis 2015. C'est-à-dire que je peux remonter au début de la boîte. Je pense que c'est un luxe que peu de gens ont. Oui, comme Et comme on a le même fournisseur de paiement depuis 2015, j'ai aussi toutes les données de revenus. Enfin, tout est hyper propre. Et ça, c'est peut-être un des avantages de passer en base de données, c'est que t'as pas de... Alors, déjà, on est en base de données et en plus, on ne reprocesse pas la donnée. Donc, en fait, c'est le meilleur cas possible pour quelqu'un qui arrive comme moi. Excellent. Du coup, une fois que tu as mis un peu cette infra de collecte de données, de suivi en mode dashboard, j'imagine, c'est quoi les next steps que tu mets rapidement en place à ton arrivée? Pour moi, la deuxième étape, c'est d'arriver à comprendre tes événements clés dans l'app, dans ton produit. Pourquoi ça? Parce que ça va te permettre éventuellement de créer des événements analytiques que tu n'aurais pas. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, des trucs du type activation de l'email,
utilisation, première utilisation, deuxième utilisation, activation complète. Donc ces métriques-là, je trouve, ils sont utiles pour le reporting. Et ils vont aussi, pour moi, permettre de passer à la seconde étape qui est pour moi hyper importante quand tu arrives dans des boîtes à ce stade-là, qui est d'avoir une collecte de feedback qui est la plus complète possible. Je vais prendre un exemple concret. Moi, je pense que tout le monde peut se rapporter à ça. Il y a plein de fois où je me dis, wow, j'ai un besoin en tête. On va prendre un exemple. Mettons que je cherche... la première fois que j'ai cherché un outil de support chez Wisepops, j'ai passé une semaine à créer ma checklist un peu de qu'est-ce que j'attendais de mon outil de support, etc. Et ensuite, j'ai testé 6 outils. Et il y a des outils où, tu sais, tu vas passer 2 minutes dans l'outil, immédiatement après, tu te dis, ah, pas du tout pour moi. Et pour moi, en tant que grosse, ta mission, c'est justement d'être capable de saisir tous ces gens-là qui viennent 2 minutes ou 5 ans avec toi, de choper leur feedback tout le temps. Et ça, finalement, c'est pas des choses complexes, c'est vraiment très basique. Mais une fois que tu as ces événements de type, tiens, la personne vient de créer un compte, la personne, elle vient de faire telle chose clé dans l'app. La deuxième étape pour moi, une fois que tu as ce tracking qui est en place, c'est d'arriver à envoyer tout ce qui est demande de feedback. Donc, ça va, par exemple, moi, historiquement, j'ai très souvent utilisé Satismeter, mais j'avais aussi une très bonne expérience avec Refiner, qui est un Satismeter, mais en mieux. Et tous ces outils-là, je trouve, après, le défi, c'est d'arriver à trouver les bons moments pour demander le feedback. Tu vois, par exemple, chez Hunter, on a des séquences où quand ça fait 2 semaines que tu es là et que tu n'as rien fait, là, on va te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Dis-nous, aide-nous. Chez Wisepops, on avait aussi des trucs, alors c'était beaucoup plus in-app, mais on utilisait pas mal Intercom, du type, c'est des trucs bêtes, mais tu vois, si la personne est plus de 30 secondes sur ta page pricing, est-ce que tu as des questions? Voilà, moi il y a plein de triggers que j'aime bien mettre. Si je suis un peu exhaustif, il y a tout ce qui est NPS aussi. Donc NPS que je sépare avec est-ce que la personne est un utilisateur récent ou un utilisateur long terme. Tout ce qui est alerte, tu vois, nous par exemple Hunter, on a une extension Chrome. Bah, tu vas te mettre des alertes pour dès que tu as un nouvel avis Chrome, ça arrive sur ta boîte mail et que tu puisses un peu suivre ce qui se passe. Tout ce qui est support aussi. Alors chez Wisepop, c'était extrême, je faisais le support moi-même. Et pendant 4 ans, j'étais le seul à faire du support. Donc, c'était permis qu'on n'avait que 1200 clients payants. Donc, ça reste gérable. Mais soit gérer le support soi-même, soit gérer le support quelques jours par semaine ou quelques heures, soit avoir un process, et c'est ce qu'on a chez Hunter, où l'équipe support te tag dès qu'il y a un truc qui est trait au produit ou qu'il y a un truc qui a trait à... Ce processus, tu trouves, ce côté de rester connecté, parce qu'effectivement, ça revient souvent, ce côté, soit les founders ou des gens du marketing soient connectés au support, parce qu'ils vont déceler des éléments peut-être qu'ils n'auraient jamais décelés s'ils n'étaient pas confrontés au feedback continu des clients. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce côté support focus, on va dire? Ouais, en fait, alors pour moi, ça marche pas à tous les stades de boîte, hein, qu'on soit clair. Mais dans les stades où tu es dans une boîte qui est encore un peu early, c'est moins le cas d'Hunter, c'était plus chez Wisepops, mais de prendre les tickets, de prendre les discussions, de faire les démos aussi, parce que je faisais les démos, tu es confronté en direct au problème. Et en plus, il y a quelque chose en plus, c'est que comme c'est toi qui collectes le feedback, tu te sens malgré toi investi d'une mission. C'est-à-dire que moi, je vais être transparent. Quand j'étais chez Wisepops et que je faisais une démo, quand le mec me disait on a besoin de ça et on l'avait pas, franchement, j'étais au fond du trou. Et en fait, c'est ça qui te donne l'énergie après d'aller voir ton équipe produit et de dire putain les gars, franchement, ça fait 5 démos où on met la misère là-dessus. Ils sont prêts à payer, genre, quand est-ce qu'on le fait? Et ça t'investit vraiment d'une mission. Et ça, pour être transparent, c'est un truc que je faisais pas du tout quand j'étais chez Doctolib, pour te faire l'histoire complète. Le jour où j'ai annoncé à mon boss que je partais de Doctolib, pendant une demi-heure, il m'a dit écoute, bah, très bien, maintenant on va faire un débrief. J'ai travaillé 4 ans avec lui, parce que j'ai travaillé 2 ans chez Pressminster et 2 ans chez Doctolib avec lui. Donc c'est un peu mon quart d'heure de vérité. Et il m'a dit Greg, je comprends pas, tu fais du marketing, mais tu n'utilises jamais les produits, tu vas jamais voir tes utilisateurs. Et il avait raison, quoi. Et ce qui est magnifique en ça, je trouve, chez Doctolib, c'était très difficile parce que
pour aller voir des patients, tu vois, on a fait quelques projets où on allait dans des salles d'attente. C'était super bizarre. Tu vas voir quelqu'un dans une salle d'attente et tu lui dis oui, comment vous choisissez votre médecin et tout, c'est hyper gênant. En SaaS, les démos, les trucs sont hyper clairs, les gens n'ont aucun tabou, etc. Et donc pour moi, c'est important de mettre l'utilisateur au centre et de t'impliquer avec lui aussi, c'est-à-dire de prendre ne serait-ce qu'une demi-heure au téléphone avec quelqu'un qui te dit ton produit il est pas bien, son feedback, tu vas pas l'oublier, quoi. Et quand la feature qu'il a demandé, etc., va sortir, là, tu sais que tu vas pouvoir le rendre heureux et que tu vas aussi rendre heureux tous les gens qui n'ont pas pu te le dire, mais qui sont représentés par cette personne, quoi. Du coup, tu restes très centré quand même sur la feedback loop des users, parce qu'on est dans le milieu un peu SaaS product. Et pour revenir un peu sur ce event tracking que tu as mentionné et autour duquel tu crées des scénarios, est-ce que tu exécutes des frameworks? Est-ce que aujourd'hui, tu as un peu un truc fast track pour mettre en place ça aujourd'hui avec tes années d'expérience? J'ai pas vraiment de framework, c'est plutôt basé sur l'expérience, mais en gros, l'idée, c'est d'essayer de se dire si on divise en fait les feedbacks, si on segmente un petit peu. Pour moi, il y a un feedback qui est critique, qui est le feedback des nouveaux utilisateurs, parce que c'est eux qui représentent ton revenu futur. Et donc pour moi, c'est important de choper ce feedback assez vite, parce que les nouveaux utilisateurs, c'est aussi des gens qui vont peut-être t'essayer une fois et ne jamais revenir. Et donc, du coup, pour moi, c'est critique d'avoir des feedback loops qui sont très, très rapides. Un exemple, par exemple, qui marche très bien chez Hunter, c'est que dès que tu désinstalles notre extension Chrome, là, on va te demander ton avis. Et tu vois, ça, c'est des trucs qui arrivent très tôt dans le process. Parce que des extensions Chrome, tu vas l'essayer. Si elle te plaît pas, au bout de quelques minutes, tu vas la dégager et tu vas pouvoir nous donner ton avis. Donc, pour moi, un des premiers focus, c'est les nouveaux utilisateurs. Et donc, ça va être NPS très rapide, collecte dès que tu peux s'il y a des actions dans le produit. Par exemple, si tu as des actions clés du type ils doivent connecter leur CRM ou des choses comme ça, tu peux envoyer un email du type comment ça s'est passé, est-ce que tu as eu des points de friction là-dessus, qu'est-ce qu'on aurait pu rendre plus facile. Donc, premières actions, points de friction connus. Et nous, chez Hunter, tu vois, il y a des points de friction connus, on va même carrément proposer que le support les aide à faire l'action. Parce qu'on sait que c'est un truc un peu difficile. Donc, tu as cette partie-là, et puis après, tu as toute la collecte de feedback auprès des utilisateurs existants. Et donc, séparer souvent, quand tu as un produit freemium, essayer de bien séparer les utilisateurs gratuits qui vont te demander des choses, mais qui ne sont pas forcément prêts à payer pour ça, du feedback de tes clients payants, qui est le plus valorisé. Et donc là, pour les clients payant, moi, ce que je recommanderais, c'est un NPS régulier, par exemple, tous les 3 mois pour prendre le pouls, prendre le feedback quand ils annulent leur souscription et ne pas hésiter à rendre obligatoire le feedback avant de pouvoir annuler. T'es de cette école d'imposer le feedback, tu le rends obligatoire? Ouais, moi, j'ai aucun problème avec ça parce que alors, qu'on soit clair, je suis pas du tout de l'école où je connais cette école où les gens disent il ne faut pas que les gens puissent annuler. Je suis pas du tout de cette école-là. Je vais pas cacher le bouton annuler du tout parce que je trouve que c'est... Bref. Ça s'appelle comment d'ailleurs ce terme? C'est le dark UX ou un truc comme ça? Le dark UI, ouais, où tu patches les trucs. Ouais, donc je suis pas de cette école-là, mais pour moi, en fait, la moindre des choses quand la personne annule, c'est qu'elle peut te dire, elle peut cocher 3 cases en disant qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est important et voilà. Très clair. Du coup, au-delà des events, une fois que tu déclenches un peu des scénarios autour de ces events pour booster, parce que j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est un peu de la croissance à l'intérieur du produit, parce qu'il y a au-delà de l'acquisition pure, il y a des gens qui ont utilisé et peut-être qu'on peut refaire revenir certains. Tu travailles d'autres éléments autour du produit, au-delà de la partie event? En fait, tu as insisté sur un point qui est effectivement assez qui, moi, m'importe beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup de grosses sont très focus sur l'acquisition. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans des boîtes où l'acquisition était déjà un petit peu en place
Et donc, c'est plutôt de l'optimisation. Et donc, du coup, pour moi, une fois qu'on a collecté ces events, ce feedback, qu'on a le reporting, la principale difficulté pour moi, pour que la boîte puisse grossir, c'est d'aligner le produit avec les demandes des utilisateurs. Et en fait, ça demande d'avoir des grandes oreilles qui traînent partout et après d'être capable de prioriser. C'est-à-dire que, tu vois, moi, chez Wisepops, il y a des semaines où je finissais la tête comme une pastèque parce que j'avais fait genre 10 démos dans la même semaine, géré 50 tickets. Et donc, il y a ce moment où il faut prendre du recul, se poser et se dire, OK, ça, il y a X personnes qui le demandent, OK, mais quel est l'impact potentiel sur le MRR? Est-ce que si on sort ce truc-là, on va augmenter le revenu ou est-ce qu'on va juste se faire plaisir, ce qui peut être aussi quelque chose, mais est-ce que ça va aider à faire grossir la boîte? Donc, pour moi, ce qui est important, c'est une fois qu'on a collecté ça, de bien communiquer, d'essayer de transformer ce feedback en déjà avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce qu'on doit construire. Et après, rentrer un peu dans le détail de quand on construit, à quoi ça doit ressembler. Et tu vois, chez Wisepops, on était une toute petite équipe. Je pense que la majorité, moi, du temps, j'ai vécu la boîte avec juste 4 personnes qui géraient une boîte qui a fini à 2 millions d'ARR quand je suis parti. Et en fait, on avait ce truc très serré où, en fait, chacun avait beaucoup de responsabilités. Et en fait, par exemple, notre CTO, il était CTO, il n'était pas product manager. Donc moi, je lui passais des specs qui étaient déjà faites. Et les specs se nourrissaient directement de ce qu'on avait en support. Et donc, pour moi, une fois que tu as toute cette partie feedback, c'est hyper simple de transformer tout ça en feature produit. Et ça roule assez facilement. Et une fois que tu as ces features, la roue continue et tu as un cercle vertueux où tu peux après faire du marketing et renforcer ton acquisition en mettant en avant ces nouvelles features. Donc, je peux te donner un exemple concret. Chez Wisepops, donc c'est un outil de pop-up. À un moment, nos clients nous disaient, nous, on est à fond dans le e-commerce. Dans le e-commerce, c'est Shopify qui est en train de s'envoler. Votre produit ne s'intègre pas assez avec Shopify. Tu prends ce feedback, tu travailles pendant 1 an pour que le produit réponde au défi de s'intégrer avec Shopify. Et une fois que tu le marketes comme un bourrin sur tes canaux existants. En l'occurrence, c'est le SEO. On a juste eu à étendre notre acquisition traditionnelle sur la thématique Shopify, mais tu vois, tu n'as pas à réinventer la roue. Et après, on pourra en parler. Tu as une limite à un moment à cette méthode. Mais l'idée, c'est de te focus sur ce qui a marché pour le founder, de l'optimiser à fond sur la partie reporting, feedback, event, produit, acquisition. Et voilà. Et à un moment, tu vas atteindre un mur, on va pouvoir en parler, mais pendant un petit bout de temps, normalement, ça va te permettre de croître de manière assez facile, sans friction, et même souvent avec une équipe très très petite. Alors, il y a 2 sujets qui en découlent parce que ça m'a toujours intrigué ça. Ce côté, OK, les users vont ramener des feedbacks pour orienter la création de nouvelles features. Et le sujet, c'est que plus on rajoute des features, plus le produit se complexifie et plus peut-être que tu crées aussi des goulons d'étranglement en tant que marketeur chez l'équipe produit. Et donc, je vois un peu une forme de à un moment, et peut-être j'arrive déjà trop tôt vers le mur dont tu parles, mais déjà, il y a peut-être un pré-mur avant de parler peut-être d'autres murs. C'est comment tu gères en tant que marketeur qui doit driver une croissance qui est illimitée, mais qui fait face à un produit qui, par nature, ne peut pas être illimité aussi en termes de features. Comment tu gères ce côté gérer peut-être les frictions qu'on va te créer au fur et à mesure avec des équipes internes produits, d'autres personnes qui vont dire non mais c'est pas la priorité, ce genre de sujet. Comment tu le verrais? Déjà, à titre personnel, faut avoir. En fait, pour moi, le plus dur à gérer, c'est la frustration. C'est-à-dire de te dire, quand tu as une bonne feedback loop, normalement, tu es capable de voir dans le futur de ta boîte à 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que tu sais qu'il te faut telle ou telle chose. Le plus dur à gérer pour moi, c'est la frustration personnelle. C'est-à-dire de devoir marketer un produit dont tu sais qu'il pourrait être mieux, de faire des démos avec des gens qui te disent des choses que tu sais déjà. Et donc, il y a cette frustration personnelle. Et moi, ça se réglait en allant courir 1 fois par semaine à fond de caisse. Mais après, il y a aussi, ça pousse à une discipline de son côté qui est d'arriver à... On sait qu'il y a une force de travail limitée.
Mais ça pousse aussi à une grosse discipline qui est d'arriver à en fait prioriser les choses et ne pas se conduire comme un enfant gâté. Tu vois, quand je suis arrivé chez Hunter, je suis arrivé avec une équipe produit qui est hyper rapide. Et c'est déstabilisant aussi, parce qu'en fait, ils vont tellement vite que parfois tu dis, est-ce que j'ai vraiment bien priorisé mes trucs? Et donc, du coup, c'est pas mal d'avoir un goulot d'étranglement côté produit parce que ça te force à avoir une discipline. Et puis, ça te force aussi à ne pas t'appuyer à 100% sur le produit. Tu sais, t'as ce truc qui est très répandu chez les sales ou les marketeurs qui est de dire, mais ce produit il se vend pas, c'est pas parce que je fais du mauvais marketing, c'est parce que le produit est mauvais. Non, la réalité, c'est qu'on peut toujours optimiser avec un produit existant et faire mieux, quoi. Et tu vois, chez Wisepops, on avait réussi la première année. Le produit était vraiment très en retard par rapport à la concurrence. Voilà. Je suis arrivé, on avait des concurrents, ils avaient des équipes de 40 personnes, dont 10 devs, et nous, on était avec 3 devs freelance et 2 marketeurs produits, quoi. Donc, voilà, il faut arriver parfois à gérer avec un produit qui est pas très bon, mais tu vois, chez Wisepop, ça nous a pas empêché de croître les premières années. Et même quand on a beaucoup débloqué le bottleneck côté produit, c'est pas ça qui a créé une croissance explosive. Donc, on peut toujours optimiser. Voilà, faut pas trop blâmer les autres ou on se trouve. Bien sûr. Est-ce que par moment tu as eu pour peut-être, mais je me suis aussi toujours posé cette question que au niveau des SaaS, est-ce que des fois tu modifies pas la perception du produit pour valider un certain discours qui va aller par la suite être un appui pour toi en interne pour dire bah voilà, j'ai modifié d'un point de vue marketing en tant que marketeur la perception de ce qu'on fait en fonction de leurs besoins. Effectivement, le produit ne le fait pas aujourd'hui, mais voilà, il y a un gap. Vous étiez pas sûr avant que ça vaut la peine. Là, cette perception, elle marche. Les gens sont prêts à s'abonner. En tout cas, ils montrent une volonté et d'utiliser ça comme un appui en interne. Est-ce que tu as déjà utilisé un peu ces tactiques aussi? Je sais pas à quel niveau, comment passer. On va sortir là bientôt un nouveau produit chez Hunter et il est totalement basé là-dessus. C'est-à-dire que genre quelques semaines après être arrivé chez Hunter, j'ai fait un travail. On va pouvoir peut-être parler un peu du mur, mais en gros, chez Wisepops, je peux faire la transition d'abord là-dessus et je pourrais t'expliquer après comment. Chez Wisepops, j'ai connu en fait une phase de boîte où tu as un moment où tu arrives et tu as suroptimisé ton produit pour le use case principal. C'est-à-dire que nous, à un moment, on était un super pop-up builder et moi, j'étais toujours la tête dans le guidon en mode ouais, on va continuer d'optimiser, on va être le super meilleur pop-up builder. Et là, tu vois un peu ce moment qui devrait être une alerte où tous tes concurrents se font racheter, ils se font intégrer dans une autre solution. Et toi, tu sais, si t'es trop la tête dans le guidon, tu peux manquer ce moment où tu dis « Oh putain, il y a un truc qui se passe, quoi. » Et chez Wisepop, c'était incroyable. Tous les concurrents, moi, que j'avais il y a 5 ans, ils ont tous été rachetés. Sauf Wisepops. Et en fait, moi, ce moment, je l'ai pas vu venir, mais Ben, mon patron, l'a totalement vu venir. Et un matin, il est arrivé, il m'a dit « Écoute, genre, les pop-up, c'est cool. Mais en fait, là, il faut qu'on change de vision. Si on reste que sur les pop-up, la boîte va totalement plafonner. » Il est arrivé avec un PowerPoint, avec une idée incroyable. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. C'était de dire, les pop-ups, c'est en gros un outil qui va te faire de l'optimisation sur ton site. Mais en fait, les pop-ups, c'est un des outils. Et aujourd'hui, les marketeurs optimisent beaucoup ce qu'il y a en amont de ton site, c'est-à-dire les ads, et en aval, c'est-à-dire les parcours email, mais pas du tout ce qui se passe sur ton site. Et donc, à ce moment-là, il a commencé à repositionner Wisepops comme un outil tout en un pour faire de la conversion sur ton site, avec des notifications, avec des embeds, etc. Donc moi, j'ai quitté à ce moment-là, mais par contre, l'approche m'a trotté dans la tête. Et quand je suis arrivé chez Hunter, je me suis dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas un truc, une tendance de marché qui est forte, à côté de laquelle on risque de passer? Et donc, j'ai fait 30 jours en fait, d'interviews avec des gens qui n'étaient pas des clients, qui étaient des spécialistes sales, outbound, etc. Et l'idée d'identifier des tendances, des signaux faibles de qu'est-ce qui se passe sur le marché. Et donc, du coup, j'ai parlé avec ces 30 personnes pour pouvoir partager. J'ai fait des recordings. J'ai partagé les transcripts avec toute l'équipe. Et ça m'a permis d'aller voir, au bout de 30 jours d'interview, 15 jours de moulinage, d'aller voir toute l'équipe en disant, voilà, je pense qu'il faudrait qu'on développe cette feature.
et voici pourquoi. Et tu vois, ça répond à ta question, je pense, de comment est-ce que tu justifies ton truc. Et bah, tes idées, tu peux les justifier par aussi des interviews clients où tu vas pouvoir dire, regardez, cette personne, tu vois, dans mon cas, moi, j'avais parlé, par exemple, au responsable à haute bande de Gorgias, qui est une des qui envoie le plus de cold email au monde, je pense. Au RevOps de Mastéos, qui était aussi hyper pointu, plein de gens comme ça. Et en fait, quand tu entends des autorités, quand tu fais écouter des autorités qui parlent de ton sujet à ton équipe, il y a un moment où la légitimité est là, quoi. Et donc, c'est ça qui a permis un peu qu'on... Voilà. Moi, c'est la technique que j'utilise pour Hyper intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une combinaison effectivement d'aller chercher du feedback externe, pas des clients, qui vient effectivement en layer 2 déjà peut-être des feedbacks internes. Mais là aussi, tu as parlé d'un sujet, c'est essayer de remapper la concurrence qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils se font racheter, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe sur le marché, il y a soit un effet de consolidation, soit en fait le marché s'ouvre sur une nouvelle vision. Effectivement, la haute bande en ce moment, moi étant dedans, je vois ce qui est en train de bouger. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles trends. Peut-être vers la fin, si on a envie d'en parler un peu plus longtemps, on pourra en discuter. Mais effectivement, c'est un point hyper intéressant en gros, d'essayer de sortir du produit, essayer de repositionner ça dans une vision d'ensemble et aussi une vision de marché. Ce qui m'amène peut-être à ce que tu voulais aborder. C'est ce côté, OK, bon, bah, on crée de la croissance. Étant un SaaS, on commence à générer quelques millions de MRR, ce qui est un peu le use case de boîte qu'on voit un peu sur le marché SaaS aujourd'hui. Et on arrive vers un peu les gros SaaS qui tournent à peu près 10 millions d'MRR et on a beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent aussi une problématique de, bah, OK, on est arrivé vers le 1 million, le 10 millions. Et à un moment donné, la croissance devient de plus en plus dure, mais je pense pas que c'est lié qu'au SaaS. Je pense que c'est plein de produits, plein de secteurs, plein d'autres. Il y a toujours des gros plafonds qu'il faut dépasser. Comment aujourd'hui, toi, de ton expérience, tu gères cette transition et ce côté un peu plafond qui peut se déclencher, notamment comment passer de 10 millions d'MRR à 20 millions? Alors, déjà, il faut... Alors, quelques notes. Déjà, le plafond, je pense que c'est pas forcément un plafond de revenus, ça peut dépendre totalement du marché. C'est-à-dire que chez Wisepops, tu vois, notre plafond, il a été vers les 1,5 million d'ARR, donc annualisé. On a senti que ça ralentissait, mais il y a des boîtes qui vont pouvoir aller jusqu'à 10 millions d'ARR ou 10 millions de MRR, et c'est là que le plafond va se faire sentir. Déjà, une petite note d'humilité, moi, c'est pas un truc sur lequel je suis pas un expert. Donc, je vais dire, moi, un peu ma boîte à outils, mais voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent s'en sortir. Le premier outil que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est un outil que j'ai découvert via le fondateur de Clap, qui était passé dans SaaS Connection. Et il a partagé un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle le Strategic Narrative. Le Strategic Narrative, c'est un outil qui est beaucoup utilisé par des startups qui se lancent, mais qui, je trouve, marche très bien pour des startups qui ont atteint un plafond. La méthode du Strategic Narrative, pour caricaturer, c'est de dire d'identifier en fait une tendance forte sur ton marché, d'identifier qu'est-ce qui se passe si tes clients ne suivent pas cette tendance forte, qu'est-ce qui se passe à l'inverse s'ils la suivent, et après de fournir la preuve que quand tu suis cette méthode, ça marche. Et en fait, c'est une méthode incroyable parce que ça te permet déjà d'identifier des zones de croissance en détectant des nouvelles tendances. Et en plus, ça te permet d'avoir un message marketing qui est hyper fort, qui est de dire « Waouh, tu fais pas ça, t'es mort ». Un des exemples, je sais pas si pour ceux d'entre vous qui ont connu Drift au début, drift.com, ils ont usé et abusé de cette tendance. Ils refaisaient leur site tous les 2 mois. Et leur message, c'était de dire « Ouais, les marketeurs, attention, vous avez pas compris, mais tout ce qui est collecte via des formulaires, c'est mort. Il faut avoir des chats collectés. » C'est un truc qui est comme pas possible, mais qui leur a permis d'avoir une valorisation c'est devenu une licorne grâce à ça. Et voilà. Donc concrètement, pour construire son stratégique narratif, pour moi, la méthode que j'ai appliquée, en tout cas chez Hunter, c'est de parler à des gens qui sont pas forcément ses clients. Alors ça dépend un peu des types de boîtes, mais nos clients, ils vont être peut-être trop habitués à notre produit pour voir, pour
proposer des changements qui sont un peu breaking, c'est-à-dire des breaking changes. Pour moi, il y a un peu deux types de façons d'avancer. Il y a des changements incrémentaux, c'est-à-dire on va améliorer l'existant, et là, les utilisateurs existants sont les meilleures personnes. Mais quand on veut introduire un peu un nouveau produit ou une nouvelle façon de faire, je trouve ça hyper intéressant d'aller voir des gens qui sont des références dans son domaine, mais qui n'utilisent pas son produit. Et là, on va pouvoir détecter des tendances, s'en inspirer et amener le produit un petit peu plus loin, quoi. Et donc, chez Hunter, moi, c'est un peu un truc que j'ai fait au tout début, où en fait, on a fait une trentaine d'interviews et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une tendance de fond dans la haute bande auquel il fallait pas passer à côté de laquelle il fallait pas passer à côté, qui était tout ce qui était basé sur l'intent de tes prospects, mais une intent intelligente. On pourra en reparler après, mais il y a plusieurs façons de faire de l'intent. Il y en a qui sont assez limitées et il y en a qui sont extrêmement intelligentes. Et donc, je trouve que ce framework aide beaucoup. Et puis après, bien sûr, faire des benchmarks, essayer de comprendre, en fait, d'essayer de passer, en fait, de se hisser au niveau au-dessus. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Quand j'étais chez Wisepops, notre benchmark au début, c'était les autres outils de pop-up. Et à un moment, on s'est dit, OK, on arrête de faire ça. Notre benchmark, ça va être Klaviyo. Klaviyo, c'est le plus gros outil d'email pour les sites Shopify. Quand tu commences à raisonner par rapport à des concurrents qui sont beaucoup plus grands, ça te permet de t'élever un petit peu au-dessus de la mêlée et de te dire, en fait, notre marché, c'est plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on faisait, c'était un use case, mais en fait, il y en a plusieurs. Et peut-être qu'en regardant Klaviyo, en regardant 3 autres gros concurrents, on va comprendre où est-ce qu'on peut aller exactement. Hyper intéressant ce framework parce que en fait tu le décris super bien dans le sens où en fait je voyais à peu près ce que certains SaaS américains, j'ai l'impression que c'est un truc très américain de lancer des trends constamment et de dire ce sujet est mort, le nouveau sujet, et en ayant une forte vélocité par rapport à toutes les nouveautés. Tu as parlé de la data intent, effectivement dans les milieux outbound ça a explosé depuis quelques mois, un petit peu depuis 1 ou 2 ans. Et notamment l'IA aussi, qui est un sujet qui a pris de l'ampleur, notamment sur les usages et les use cases. Et on voit du jour au lendemain des outils cold email, je sais pas, comme Reply ou d'autres qui du jour au lendemain mettent le paquet là-dessus. Et je te rejoins, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, ce côté, en fait, ils vont aller chercher d'autres users à l'extérieur du produit parce que, et peut-être que c'est ça aussi le sujet, c'est que celui qui utilise déjà ton produit, il est habitué à ce qu'il utilise, il est satisfait, et c'est pour ça qu'il paye. Et peut-être que pas tous et très peu vont se dire, OK, il y a cette nouveauté. Versus peut-être attirer des nouveaux clients à partir de nouvelles trends où tu te brindes fortement là-dessus. Et donc, j'ai bien compris cette stratégie. Et du coup, si on veut un peu l'appliquer d'un point de vue opérationnel, comment tu la vois? Est-ce que c'est quelque chose il faut être constamment derrière les dernières trends et verticaliser des features en quelque sorte? Est-ce que tu le vois plutôt comme vraiment périodiquement sur une échelle de 1, 2, 3 ans, faire des grandes études et essayer de détecter des trends sur 5 ans? Aussi, il y a la question d'échelle de temps. Une trend, c'est jusqu'à quand? Est-ce que l'IA, là, c'est en train de peut-être disparaître? Là, ça va continuer, j'en sais rien. Comment tu vois ce sujet? En fait, pour moi, c'est un truc que je vois comme un exercice périodique qu'il faut pas faire trop souvent parce que tu vas tout aligner dessus. C'est-à-dire que non seulement tu vas miser ta roadmap produit dessus, mais tu vas aussi miser ton marketing. Et tu peux pas faire cet exercice tout le temps. Enfin, je trouve que sinon, tu déstabilises ta boîte énormément, quoi. Et ouais, pour moi, c'est un truc périodique. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à en tout cas, se forcer à faire l'exercice. Je vais t'expliquer pourquoi. Depuis que je suis chez Hunter, donc le milieu du cold email et de la outbound en général, c'est un red ocean, c'est-à-dire c'est un marché qui est un coupe-gorge. Tous les jours, il y a des nouveaux outils. Tous les jours, des outils qui disent qu'ils sont les meilleurs. Et il faut savoir défendre sa position à fond. Et donc, dans ce marché, en fait, tu as une circulation d'informations qui est très facile et où tu vois des nouveaux concurrents arriver en permanence et des nouvelles fonctionnalités qui arrivent en permanence. Et donc, tout ce qui est
incrémental, c'est très facile à détecter parce que tu vois que tout le monde l'implémente et l'IA, par exemple, tout le monde a implémenté l'IA, tu sais que il va falloir le faire et voilà. Mais pour moi, c'est très différent, ça, d'une tendance beaucoup plus de fond, qui est un truc sur lequel tu vas vraiment pouvoir faire ton marketing et qui va pouvoir être robuste. Tu vois, je vais reprendre l'exemple de Clap. Et Clap, moi, je n'ai jamais utilisé le produit moi-même, mais tu vois, ils ont réussi à prendre un produit qui est proche de Loom et à en faire un concept qui est vraiment à l'épreuve des balles. C'est-à-dire que Loom veut rajouter l'IA, ok, ça va pas les perturber parce que eux, ils ont un concept qui est tellement à part, tellement puissant que ça reste distinctif. Et donc, pour moi, le truc qu'il faut se mettre, l'exigence qu'il faut se mettre, c'est d'arriver à se dire, ok, tous les 2-3 ans, il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je remette tout sur le tapis et que j'arrête de penser que je sais tout. Même si je passe ma vie à bouffer du feedback, à faire des interviews de mes clients, il faut se dire que voilà, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien et il faut repartir de zéro là-dessus, quoi. Très, très intéressant, c'est-à-dire un vrai côté garder en tout cas la temporalité, la maîtrise de la temporalité et ne pas juste courir derrière les dernières trends. Maintenant, pour revenir un petit peu à ce sujet d'hyper croissance au niveau de ce que tu penses faire pour un peu casser les barrières au niveau que ça soit chiffre d'affaires ou user, comme tu as dit tout à l'heure. En fait, chaque produit est différent. Ok, il y a cette stratégie. Est-ce que, et j'ai bien noté que peut-être tu n'as pas exécuté toutes les stratégies possibles, mais est-ce que tu as des pistes aujourd'hui pour un SaaS qui pourrait aller chercher plus de chiffre d'affaires sur une durée plus long terme? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres frameworks, il y a d'autres méthodologies en dehors de ça, de ce que tu nous as décrit ou... Ouais, moi, il y a une méthodologie, je vais être transparent, j'ai jamais pu l'appliquer pour l'instant parce que j'ai pas été dans des produits qui le permettaient vraiment, mais c'est la méthodologie Reforge avec les viral loops. Ok. Qui pour moi, quand donc pour faire l'anecdote, on m'a passé des vidéos Reforge à un moment et je me disais, bon, c'est des formations grosses, t'en vois passer, tu te dis, ça va pas changer ma vie. Et là, je regarde la vidéo et je suis scotché, quoi. Et je me dis, là, c'est un truc différent. Et pour la faire très rapide, pour ceux qui connaissent pas la méthodologie des viral loops, le constat, il est très simple de Reforge, c'est de dire, au fur et à mesure, les coûts d'acquisition d'un utilisateur, ils ne font que grimper. Et les produits qui arrivent à remporter un marché, c'est les produits qui ont une viralité intrinsèque. Donc concrètement, la méthodologie Reforge et la méthodologie des viral loops, ça consiste en fait à prendre chaque instant de son produit et se dire « Waouh, est-ce que ça, je peux pas le rendre viral ?» Donc, je vais prendre un exemple, les exemples connus, ça peut être Slack ou Miro ou Facebook. À chaque instant, on va être invité à rajouter des gens dans son équipe. Et le fait de rajouter des gens va rajouter de la valeur et va en fait augmenter le chiffre d'affaires pour la boîte. Et ça, pour moi, c'est un des frameworks qui a changé ma vision. C'est aussi, je pense, grâce à Reforge que je fais bien attention à tout ce qui est activation. En fait, ce qui est intéressant chez Reforge, c'est qu'ils prennent un petit peu le framework des Pirate Metrics, c'est-à-dire AARR, mais ils vont un petit peu plus loin et un peu plus dans le détail. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, qui est très intéressant, c'est qu'ils poussent vraiment à regarder est-ce que ton utilisateur utilise le produit et si oui, ok, quand est-ce que tu mets de la viralité, quoi. Et donc du coup, tu as une méthode qui est pour moi hyper bien sur ce point-là, quoi. Et là, les viral loops, si vous avez un SaaS, ça peut être des trucs aussi simples que mettre des powered by sur votre produit, c'est-à-dire comme Intercom fait quand on est sur un site où Intercom est utilisé, on va voir un petit lien, nous utilisons Intercom. Ça peut être quand vous avez un outil qui crée du reporting, avoir une petite watermark qui rajoute le nom de l'outil. Enfin, il y a plein de méthodes, je trouve, et qui sont des méthodes en général qui coûtent pas cher et qui peuvent avoir un impact. Voilà, ça permet d'avoir des croissances exponentielles et pas des croissances linéaires. Très clair. Maintenant, j'aimerais bien un petit peu t'amener sur un sujet qu'on a effleuré rapidement et j'en profite parce que ça m'a beaucoup intrigué, tes 30 personnes que tu as interrogées. Je pense que tu as pu consolider pas mal d'informations sur les trends futurs et aussi, vu que tu es un peu dans le milieu outbound depuis que tu es chez Hunter, peut-être tu étais un petit peu avant d'une manière ou d'une autre parce que tu as exécuté des stratégies. J'aimerais bien
profiter un peu de cette dernière partie pour peut-être, si tu as envie avec moi, d'explorer un peu l'outbound, où est-ce que ça va, tout ça. Est-ce que tu as détecté des changements majeurs qui arrivent, ou en tout cas des practices, et peut-être commencer un peu à nous partager un peu ce qui ressort des 30 personnes que tu as interviewées. Ouais, alors on peut commencer par... je pense que on peut un petit peu commencer par le constat de base. Le constat de base dans le cold email, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que le cold emailing devient de plus en plus difficile. On reçoit des flopées de cold email tous dans nos boîtes, et voilà, en fait, ça crée du bruit. Et face à ce bruit, il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est que les filtres de spam sont de plus en plus sélectifs, ce qui est une très bonne chose. Franchement, on est tous contents et ça nous facilite tous la vie. Donc, il y a cette double donnée il y a plus de bruit et il y a moins d'emails qui arrivent dans les inbox. Face à ce paradigme, tu as deux réactions. Tu as une réaction qui est la réaction de l'escalade, que moi, je vois énormément. C'est-à-dire, maintenant, quand on a une boîte avec Google, avant, on pouvait envoyer 1000 emails par jour, on peut en envoyer que 50. Et bien, du coup, je vais plugger 500 boîtes email. Comme ça, je fais toujours autant qu'avant. Comme les spam filters sont de plus en plus durs, je vais utiliser un outil qui va préchauffer mon adresse email. Comme ça, les spam filters ne vont pas me choper. Et donc, tu as une tendance qui est vraiment à la surenchère. Qui est à la surenchère dans tous les côtés. Donc, ça va être, on va avoir plus de boîtes email, plus de warm-up, plus de ce qu'on appelle de la spin tax, c'est-à-dire changer les textes pour chaque personne, mettre de l'IA, etc., pour que les emails soient tous uniques, etc. Donc, une espèce de surenchère qui, pour moi, je pense que tu l'entends dans mon ton de voix, qui n'est pas du tout la piste qu'on a envie d'encourager chez Hunter. Et à côté de ça, tu as une piste qui est vraiment, pour moi, qui est une piste vraiment de l'intelligence, qui est en fait d'arriver à dire, autrefois, comme le cold email, c'était facile, on faisait ce qu'on appelle en anglais du spray and pray, c'est-à-dire, t'envoies, mais tu vois, je parlais l'autre jour avec un mec qui me disait, ouais, avant, j'envoyais 500 000 emails par mois, ça marchait trop bien. Ouais, tant mieux, mais tu faisais chier les 450 000 personnes qui n'avaient rien à voir avec ton message. Donc, tout ça, pour moi, pousse vers quelque chose de très vertueux, et c'est nous, ce qu'on essaie de défendre chez Hunter, c'est que le cold email doit se réinventer pour être plus pertinent. Plus pertinent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord sourcer ses prospects différemment. Pendant des années, le playbook de base pour la outbound, c'était d'aller scraper LinkedIn Sales Navigator avec Phantom Buster, de pousser ça dans l'endlist. Voilà. Phantom Buster, Hunter, l'endlist. Et on avait cette petite campagne. Très bien. Ou Drop Contact pour ceux qui utilisent Drop Contact. Très bien. Mais en fait, on envoyait à des gens qui, 90% du temps, n'étaient pas sur le moment où ils allaient acheter le produit, quoi. Ils en ont oui, d'accord, ils sont CMO et ils ont quelques trucs qui te font penser qu'ils peuvent être intéressés par ton produit. Mais ça suffit pas, quoi. Et donc, nous, la nouvelle tendance, et cette recherche m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, c'est la tendance de l'intent. Alors, l'intent, il y a deux définitions. Je vais essayer de préciser un petit peu. Aux États-Unis et dans les boîtes enterprise, l'intent, c'est souvent un produit qui est fourni par des boîtes comme Bambora ou ZoomInfo ou G2, qui est un outil où, en fait, concrètement, on va être prévenu quand une boîte a fait des recherches sur un produit particulier. Exactement. Par exemple, quelqu'un qui travaille chez Doctolib a été sur G2 pour voir les avis sur HubSpot. Eh bien, Bambora va dire à tous ses clients que quelqu'un chez Doctolib se renseigne sur HubSpot. Donc ça, c'est l'intent traditionnel. C'est un truc qui, selon la plupart des gens que j'avais interviewés, ne marche pas. Non. Parce que... J'ai pas l'impression que tu as déjà testé ça aussi, Naval. Ouais, avec ZoomInfo notamment, il y a eu et c'est pour ça que je rebondissais là-dessus, c'est que effectivement, tu as des produits un peu phares, comme tu as cité, et effectivement, j'avais fait des tests sur ce point et c'était pas très pertinent. Ouais. En fait, il y a plusieurs problèmes si on veut être spécifique. C'est que le premier problème, c'est que la data est pas toujours très fiable. C'est-à-dire que ça peut être un stagiaire qui a regardé HubSpot et en fait,
aucune valeur ajoutée. La deuxième, c'est que quand tu fais de la outbound, tu as besoin souvent d'une excuse ou de ce qu'on appelle un icebreaker, un truc qui te crée de la connivence avec ton destinataire. Et quand tu utilises Zoom Info, tu peux pas dire hey, Zoom Info m'a dit que tu regardes mes CRM en ce moment. Et donc, du coup, on bascule sur, par exemple, le deuxième type d'intent qui est un petit peu aligné, qui est tout ce qui est intent autour de la donnée web. Et donc, concrètement, cette donnée-là, c'est des trucs parfois qu'on connaît depuis des années, mais ça va être, par exemple, on détecte que, mettons que je travaille chez Livestorm, on détecte que un site installe un concurrent, par exemple Contrast, et donc du coup, on va les contacter en mode hey, je viens de voir que j'ai l'impression que tu commences une démo de Contrast, est-ce que ça te dit de me parler aussi pour que tu vois, on compare. Donc tu as tout ce qui est intent technographique, c'est-à-dire que tu suis un peu les technologies que les gens installent sur leur site via Builtwheel ou Datanyze, etc. Et tu peux aussi faire des trucs anniversaires, c'est-à-dire que tu peux dire, tiens, eux, ils ont installé Intercom il y a 9 mois, il y a une probabilité qu'ils renouvellent leur contrat dans 3 mois, je vais les contacter maintenant. Donc, tu as toute cette partie technographique. Tu as toute la partie classique autour des levées de fonds, voilà, qui a un peu dingue. Mais alors, ce que j'ai découvert pendant les interviews que j'ai faites, c'est que les gens les plus puissants n'utilisent pas la levée de fonds sur le coup, ils utilisent la levée de fonds 9 mois après. Et ça, en fait, j'avais parlé avec un mec qui était fascinant et qui m'expliquait, moi, en fait, je regarde mes levées, je me mets un appel 9 mois après et je leur dis, alors, vous avez fait votre série A il y a 9 mois, est-ce que ça te dit qu'on parle pour votre série B? Et là, lui, il avait un gros succès. Donc, tu as ces intents-là, tu as tout ce qui est intent du type, tu vois que les gens cherchent un job ou qui mentionnent tout ce qui est autour des job openings. Donc, Indeed, LinkedIn Jobs, etc. Où là, tu vas pouvoir trouver différents types d'infos, soit des pain points de la boîte, soit des technologies qu'ils utilisent, mais qui ne sont pas détectables sur le site. Par exemple, tu vois, si tu travailles chez Spendesk, sur le site, il n'y aura pas marqué, je vais sur edf.fr, il n'y aura pas marqué que EDF utilise Spendesk. Par contre, peut-être dans leur job description, ils vont mettre qu'ils cherchent un comptable qui a l'habitude de travailler avec Spendesk. Tu peux utiliser les job descriptions pour plein de trucs. Voilà, quelques cas. Dans les intents, tu as aussi tous tes clients actuels qui vont changer de boîte et donc du coup, tu peux recontacter en disant hey, au fait, tu utilisais Wisepops chez Asphalt, est-ce que ça te dit de l'utiliser dans ta nouvelle boîte? Donc bon. Et concrètement, ça, c'est la tendance de show qu'on voit et l'idée, nous, qu'on essaye de défendre, c'est de dire concentrez-vous en fait sur le sourcing des bons leads. Et ça facilitera tout ce qui vient après. C'est-à-dire que quand tu sources le lead de la bonne façon, tu n'as pas besoin de passer 1000 ans à utiliser une AI pour faire un icebreaker en mousse. Tu vois, on voit passer de techno du type ils vont scanner le profil LinkedIn et ils vont faire un icebreaker du type hey, Naufel, trop bien, j'ai vu que tu étais champion de badminton au collège. Le truc, voilà. Et je trouve que ça, c'est hyper artificiel. Par contre, quand tu es capable de choper la bonne intent et de dire hey, Naufel, j'ai vu que tu recrutais un Salesforce admin. Écoute, voilà, d'expérience, on sait que ça met 6 mois à recruter. Moi, j'ai une agence où on a des Salesforce spécialistes qu'on peut te mettre à dispo pendant 6 mois. Est-ce que ça te dit? Là, il y a un truc de connivence où tu n'as même pas besoin d'aller chercher des trucs artificiels. Toute la qualité est dans le ciblage, en fait, dans le sourcing de tes produits. Et donc ça, c'est ce sur quoi on planche le plus chez Hunter aujourd'hui. Et voilà. Et on va sortir un produit qui... En fait, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui avec la data d'intent, c'est que c'est des produits qui sont très, très chers. Il y a des produits qui existent pour cibler les offres d'emploi. Tu as des produits pour les levées de fonds, etc. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont verticalisés, non? Je vois un peu des SaaS faire que un truc type. Exactement. Ouais, donc on va pas citer de nom, mais tu as des SaaS, par exemple, qui ne font que les offres d'emploi et qui vont te coûter 1 500 € par mois. Et donc, en fait, tu as un double problème en tant qu'utilisateur, c'est que, un, ça coûte très cher, et deux, tu dois multiplier les outils. Donc, il faut en fait des grosses ingénieurs qui vont connecter les fils, etc. Nous, l'ambition qu'on a avec Hunter, on a toujours été un outil qui est facile d'accès et peu cher. On a une grosse partie de freemium. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à un peu appliquer la même logique qu'on a vue chez ces experts, mais la rendre accessible à des gens qui n'ont pas de connaissances techniques et qui n'ont pas forcément des grosses ingénieurs. L'idée, ça va être qu'ils vont pouvoir mettre des alertes sur des trucs qui les intéressent
sans que ce soit très long à faire, sans que ce soit coûteux. Et voilà l'objectif. Et j'ai l'impression que souvent aussi, quand c'est des avantages concurrentiels, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, le data intent, je pense, pendant les prochains mois, il va encore être un avantage concurrentiel avant de se populariser chez tout le monde. Souvent, il y en a qui vont en profiter pour le vendre très cher. C'est pour ça que je te parlais de Zoom Info, qui aujourd'hui a une sorte de data. Ils vendent une data intent structurée, mais bon, on va payer 24 000 euros minimum annuel, voire plus. Pour des fois, si tu as une petite niche, bah, ça fait pas sens parce que ça te sort quelques centaines de personnes et si en plus c'est pas crédible. Est-ce que tu penses pas qu'au fur et à mesure, et c'est bien parce que je vois aussi que Hunter est dans cette dynamique que moi je pense que c'est la bonne. Est-ce que tu penses que peut-être qu'il y en a qui vont en profiter, peut-être pricer cher au début, ou en tout cas qui profitent tant que c'est là, avant que d'autres attaquent le marché à 2-3 petits techs qui vont aller complètement vendre ça pour pas cher et grappiller des parts de marché, parce qu'à la fin, ça reste de la tech. Une fois qu'on a compris la mécanique, on peut la reverse engineer et la mettre à disposition sous format SaaS. Est-ce que tu penses pas que ça va se démocratiser par le prix et que aujourd'hui, vu qu'il y a cette barrière à l'entrée, ça va peut-être jouer aussi au niveau des prix et... Pour moi, il y a plusieurs points en fait là-dessus. Le premier point, c'est que effectivement, nous, on espère que ça va se démocratiser parce qu'on considère que le cold email, il peut être meilleur que ce qu'on reçoit aujourd'hui. Moi, si je prends les cold emails que je reçois dans ma boîte, chez Hunter, on a tous nos emails en public, ce qui nous permet de recevoir beaucoup d'emails. On en reçoit, moi, je pense que je reçois une dizaine de cold emails par jour. Et ça nous permet de voir que vraiment, il y a un intérêt à démocratiser ces solutions pour avoir des meilleurs codes d'email. Et nous, c'est la mission qu'on s'est fixée. Après, sur l'aspect démocratisation ou pas, ce qui est intéressant, c'est qu'il restera plusieurs tiers dans le marché. C'est-à-dire, c'est comme les bagnoles, tu vois. Moi, je suis très content de rouler en Yaris. Il y a des gens qui ont besoin d'une Tesla. Et ça sera vrai aussi sur ces outils-là. C'est-à-dire que nous, avec Hunter, notre outil de signal, il va être gratuit. Je te garantis pas qu'il est aussi puissant que ce que tu aurais dans un outil que tu payes 1 500 euros par mois. Par contre, il va être très intéressant pour des gens qui ont une utilisation quotidienne et simple. Et voilà. Mais en tout cas, oui, j'espère que ça va se démocratiser. Je pense que, tu vois, quand je parle, c'est hyper intéressant. Quand je parle de mon métier, il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, c'est à cause de toi qu'on reçoit du spam et tout. » Et moi, en fait, j'ai envie de dire, on ne voit pas le cold email comme ça. Pour nous, en fait, le cold email, c'est un moyen de découvrir des produits et on a envie que ça reste un moyen de découvrir des produits. Et c'est pour ça qu'on essaye de limiter les penchants vers le dark side qu'on voit partout ailleurs, c'est-à-dire intelligence artificielle à outrance, connexion de centaines de boîtes, etc. Pour nous, l'idée, c'est d'essayer de rester dans un truc un peu humain, un peu même pertinent. Et la pertinence, pour nous, elle commence au sourcing avant tout. Et voilà, et on espère que c'est ce que suivra le marché. Mais j'avoue que ce qu'on voit parfois dans des discussions, dans des groupes Facebook, etc. Tu ne penses pas qu'il y a un crossroad en quelque sorte aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux grandes communautés qui vont se détacher. Tu as la communauté qui va aller pure IA, personnalisation, continue hyper scale, dans le sens, bon, l'idée c'est de passer ces filtres. Et il y a effectivement cette communauté dont fait partie Hunter, qui vont se dire, mais non, en fait, c'est mieux de faire moins, mais mieux. Au final, c'est plus pertinent, surtout que tu réponds à des besoins concrets. Et bon, si tu te fais aider par des outils, c'est mieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a peut-être deux communautés C'est hyper marrant parce que moi, un des trucs que je fais beaucoup aussi, c'est du SEO. Et en SEO, il y a cette même tension en permanence, ce qui est incroyable. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont te dire « Ouais, moi, un truc de ouf, j'ai racheté des domaines expirés, j'ai rajouté du lien partout. Regarde, je suis premier partout. » Et tu cliques sur le lien et tu arrives sur une page qui est juste éclatée, quoi, qui n'a aucun sens si tu es un robot. Ça ne coûte pas plus cher de faire du bon contenu SEO qui va régaler tes utilisateurs et les transformer en clients. Et pour moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les outils de cold email sont optimisés pour le volume et non pas pour le nombre de réponses. Et ce qu'on essaie de bâtir chez Hunter, et voilà, il faut être humble, ça va prendre du temps, c'est un outil qui est basé pour maximiser ton taux de réponse. Et à partir du moment, c'est comme quand tu fais du SEO,
en SEO, à partir du moment où tu optimises non plus sur les clics, mais sur le nombre de conversions que tu génères, ta perspective du SEO, elle change énormément. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de trouver le bon métrique. Et pour moi, le bon métrique de toute équipe à outbound, ça doit être le nombre de réponses et de nouveaux deals que tu génères. Et d'essayer de pas être... parce qu'on va pas se mentir, c'est parfois hyper rigolo techniquement de plugger des milliers de boîtes et d'automatiser tout. Mais en fait, c'est peut-être pas ça qui va faire grossir ta boîte et la rendre plus... À la limite, si tu le fais, c'est une fois que tu as vraiment peut-être solidifié ton discours et autres, parce que, et même si tu le fais, c'est plus dans le sens où tu peux peut-être doubler, tripler le volume d'envoi, mais en se basant sur le data intent. Est-ce que tu penses pas que peut-être ça peut merge, mais dans un sens plus logique, puisque bon, si j'ai quand même un bon discours, j'utilise la data intent, en fait, le rêve, le truc idéal, ça serait peut-être de combiner un peu de ce modèle, de quand même avoir quelques senders pour peut-être pas envoyer beaucoup, mais envoyer, dispatcher cet envoi sur plusieurs senders, et en parallèle, en fait, maximiser avec ce nouveau modèle de data intent. Est-ce que peut-être les plus smart vont aller vers une jonction des deux? C'est ce que fait, par exemple, quand tu regardes Gorgias, ils envoient énormément d'emails, mais c'est des emails qui sont tous très intelligents. C'est-à-dire qu'ils vont, tu vois, l'approche à l'ancienne, c'est de spray and pray des milliers d'emails qui sont les mêmes pour tout le monde. Gorgias, en fait, c'est limite des séquences de nurturing, c'est-à-dire que ils vont t'envoyer des emails en fonction de ce que toi, tu as fait comme... Genre, par exemple, si je me rappelle bien, la croissance de ta page Instagram, si tu as passé le cap des 500 000, ils vont t'envoyer un message. Waouh, jamais pas. Ah ouais, non, mais t'as des trucs... Et en fait, eux, ils le voient, c'est un peu comme quand tu fais des séquences de nurturing, quand c'est ta propre boîte. Et ils vont cibler plein de signaux différents, et à la fin, ils vont trouver autant d'occasions de te parler, quoi. Et donc, ça, en fait, il y a autant de signaux, selon toi, parce que c'est pas destiné, là, typiquement, tu vois, je connaissais pas mais je pense que ça doit être pertinent pour peut-être des boîtes e-commerce qui se basent beaucoup sur le nombre de followers, Insta ou autre. Donc, en fait, là, c'est un peu sky is the limit au niveau des signaux, parce que peut-être le sujet, ça va devenir plus de traquer les digital footprints des entreprises et des employés et essayer de les collecter. En fait, je suis d'accord avec toi que le ciel est la limite. Et ce qui est intéressant, c'est de challenger tout le temps les idées. Tu vois, par exemple, nous, en interne, notre premier use case pour le cold email, c'est la recherche de backlink. C'est-à-dire que nous, on a une boîte très SEO-driven. Et les backlinks, donc les liens entrants, sont hyper importants pour Google. Et donc, du coup, nous, on fait énormément d'emails pour choper des backlinks. Les emails pour choper des backlinks, c'est les trucs les plus chiants que tu as jamais vu de ta vie. C'est-à-dire que 95% des boîtes utilisent les mêmes emails. Donc, il y a un moment où tu arrives, pour avoir un meilleur taux de réponse, tu es obligé d'être intelligent. Et tu vois, nous, on a une personne qui fait ça à 100% de son temps chez nous. Et elle a des idées géniales, quoi. Tu vois, là, par exemple, il a lancé une séquence où elle va choper des métriques SEO sur ton site. Et il te garde seulement si tu es un domain rating, c'est-à-dire une autorité de domaine supérieure à 80. Et s'il voit ça, il dit « Welcome to the DR80 Club ». Et tu vois, tu as un message qui est genre « Hey, moi aussi, je fais partie de ce même club. Est-ce que ça te dit qu'on collabore ?» Et tu vois, tous ces trucs-là, je trouve que tu as toujours des trucs pour te régaler, pour trouver des trucs nouveaux. Comme tu dis, sky is the limit. Et la meilleure méthode, en fait, c'est d'essayer d'avoir un process pour... tester manuellement à petite échelle des nouvelles approches constamment, et une fois que tu vois que ça prend, pareil, le passer en prod et le passer à l'échelle, quoi. Et ouais. Excellent. Bah, écoute, je pense qu'on a un peu donné envie à penser aussi le futur de l'outbound par la suite de notre discussion. Est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui que tu trouves, pour un peu clôturer nos échanges, que tu trouves que en tant que marketeur qui est dans du SaaS, B2B, qui essaie de déclencher de la croissance en continu, un sujet que tu recommanderais à tout marketeur en tout cas de faire attention, en tout cas de toujours garder en tête aujourd'hui, peut-être par expérience. Est-ce que tu as identifié quelque chose qui fait sens aujourd'hui dans ton secteur, de un peu
s'y plonger dedans et le garder toujours en tête? Peut-être deux choses. Deux choses. La première, c'est qu'on est d'une génération de grosses, ou en tout cas, en étant parmi les premières personnes à avoir fait du gros, on a eu, je pense, au départ, une mentalité des raccourcis permanents. Et ça, c'est un truc où aujourd'hui, j'essaye de totalement me tenir loin de ça. Tu vois, on parlait du Black Hat SEO, on parlait des gens qui font du volume de dingue en cold email. Bah, l'idée, c'est d'essayer de sortir de cette pratique et de s'inspirer des meilleurs pour ça. Et moi, je sais qu'à titre perso, moi, ce qui m'a souvent mis des claques, c'est de parler aux anciens de Spendesk. Tous les gens qui ont travaillé avec Jérémy Goyot, je trouve que quand tu parles avec eux, il y a un moment où tu te dis waouh. Wow. Là, tu pousses le truc, tu sens qu'il n'y a pas de raccourci, tu sens que c'est des trucs complexes. Et donc, c'est un bon benchmark, je trouve, ces gens-là. Mais on peut donner des noms, hein, des gens comme Baptiste Desbévert, qui lui était chez Gorgias, Jérémy Goyot, Maxime, qui est un ancien de Mastéos, j'ai oublié son nom, mais qui est aussi très, très calé dans tout ce que tu structures avant d'avancer. Enfin, regarder un peu les meilleurs, s'inspirer d'eux, prendre le temps. Voilà. Et puis l'autre tendance donc au-delà d'éviter les raccourcis, l'autre tendance que je vois, alors c'est pas une tendance, mais c'est tout ce que tu peux faire dans ta boîte pour développer le bouche à oreille. Et en fait, je sais qu'en tant que gros, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire que, le bouche à oreille, on sait pas ce que c'est parce que ça se mesure pas dans l'amplitude. Mais dans beaucoup de boîtes où j'ai été, le bouche à oreille était un truc qui était le pilier de la boîte. Par exemple, chez Hunter, on a 4 millions d'utilisateurs qui ont créé un compte depuis 2015, donc c'est un truc de malade. Et mensuellement, je peux pas partager les chiffres, mais quand je suis arrivé, je suis tombé de ma chaise, le nombre de comptes gratuits qui sont créés par mois. Et ça, tu vois en fait la force d'une marque. Et la force d'une marque, pour moi, et la force du bouche à oreille, ça va se jouer sur des petites choses. Par exemple, chez Hunter, je sais que ça s'est joué sur l'approche des founders qui, dès le départ, ont pris une approche qui était tout ce qu'on fait, on le fait sans approche de revenu au départ, on le fait pour une communauté. Et en fait, encore aujourd'hui, quand je parle à des gens, ils me disent « Waouh, mais Hunter, moi j'utilise depuis genre 6 ans, je vous ai jamais lâché. Au début, je payais pas, c'était gratos, j'en ai profité à fond et maintenant que je peux payer, je paye, tu vois. » Mais tu as tous ces trucs que tu peux faire en amont au début de ton produit et qui vont faire que les gens te restent fidèles. Et ça me bluffe pas mal, quoi. Avec par contre la petite limite qui est que c'est souvent attaché à une seule personne. Par exemple, moi à une époque j'étais hyper fan de Baremetrics parce que le fondateur était justement dans cette logique. Alors Baremetrics, c'est un outil qui permet de suivre le MRR, mais tu vois, une fois que le fondateur a revendu, la boîte est devenue un cauchemar et donc là tu te dis ok, je vais peut-être passer chez Fincom, quoi. T'as plus cette accroche. Mais je trouve que on sous-estime souvent ces petites choses qui vont faire que la boîte va créer une relation un peu particulière avec ses utilisateurs. Ok, bah écoute, on finit sur cette note plutôt centrée sur la conscience du détail, en tout cas, de ne pas zapper les petits points qui peuvent tout changer. Merci beaucoup, Greg, c'était hyper intéressant, notre échange. Et ben, je te dis à très vite. À très vite. Ciao. Ciao.